tous et à vous toutes qui m'accueillez dans ce séminaire. C'est un plaisir de vous retrouver tous et toutes. Pour des fins de traduction, je vais évidemment dicter, faire ma communication lentement pour laisser le temps nécessaire aux personnes qui traduisent et que ça puisse se faire. Euh, Avant de rentrer dans le cœur de mon propos, je voulais remercier Jacques de son invitation et particulièrement du thème retenu parce que je pensais que c'était intéressant et je le rejoins. Il s'est passé beaucoup de choses ces 4 dernières années. Je ne dis pas que les années précédentes, il ne s'est pas passé beaucoup de choses, mais je trouvais que c'était intéressant d'essayer d'offrir un panorama et particulièrement sur certaines choses en particulier. Parce que c'est vrai qu'entre Covid et aujourd'hui, les événements se sont succédés de manière assez surprenante. Voilà, donc c'est pour ça que je suis très content de faire une communication un peu générale avant de rentrer dans le cœur de mon propos, parce que j'ai essayé autant que possible d'être le plus attentif à ce qui s'est passé ces 4 dernières années, même si parfois on en a le vertige, tant ça surgit de partout. Et donc c'est parfois pas toujours facile de donner un fil conducteur. Ces remarques étant faites, je rentre dans le cœur de ma communication. Les 4 dernières années qui se sont déroulées dans l'Union européenne depuis la crise de la Covid peuvent, comme je le disais, donner le vertige. Tant l'actualité politique qu'économique n'a cessé de se mouvoir, de changer, et place plus que jamais le continent face à des responsabilités longtemps reportées au lendemain. À titre personnel, je suis très très attaché à l'histoire économique, à l'histoire politique, récente ou moins récente. En préparant notre rencontre, je me suis replongé dans des sommets européens du passé et j'ai relu la déclaration du sommet de Laeken de 2001 qui préparait l'élargissement de l'Union, sachant que l'année qui allait suivre, 2002, allait voir dans les poches des Européens des euros. J'ai donc relu les conclusions de ce sommet et je vous en livre des extraits. L'avantage avec Internet aujourd'hui, c'est que toutes ces vieilles choses se trouvent en un coup de clic sur le site du Conseil européen, donc c'est assez facile de les retrouver. Voilà ce que l'on disait à Laeken il y a exactement 23 ans, presque un quart de siècle. L'Europe est confrontée à un double défi. L'un en elle-même, l'autre à l'extérieur de ses frontières. Alors j'ai choisi des extraits, parce que évidemment ce genre de communiqué, c'est plutôt des communiqués qui sont longs, mais pour qu'on sente l'actualité de la chose. Voilà ce que dit toujours les responsables européens de l'époque. Au sein de l'Union, les institutions européennes doivent être rapprochées du citoyen. Les citoyens peuvent être d'accord avec les grands objectifs de l'Union, mais ils ne voient pas toujours le lien entre ces objectifs et le travail quotidien de l'Union. Ils demandent aux institutions européennes d'être moins lourdes et rigides, et surtout plus efficaces et transparentes. Nombreux sont ceux qui estiment que l'Union doit prendre davantage soin de leurs préoccupations. Premier extrait. Deuxième extrait, toujours de cette déclaration.
En dehors de ses frontières, l'Union européenne est également confrontée à un environnement mondialisé en mutation rapide. Après la chute du mur de Berlin, on a cru un instant que nous pourrions vivre longtemps dans un ordre mondial stable, sans conflit. Mais quelques années plus tard, cette certitude a disparu. Le 11 septembre nous a brutalement ouvert les yeux. Les forces opposées n'ont pas disparu. Le fanatisme religieux, le nationalisme ethnique, le racisme et le terrorisme s'intensifient et continuent d'être alimentés par les conflits régionaux, la pauvreté et le sous-développement. Quel est le rôle, dit toujours ces déclarations, de l'Europe dans un monde transformé? Maintenant qu'elle est enfin unie, l'Europe ne devrait-elle pas jouer un rôle de premier plan dans un nouvel ordre planétaire, celui d'une puissance capable de jouer un rôle stabilisateur au niveau mondial et d'être une référence pour un grand nombre de pays et de peuples? Alors, vous voyez combien il est intéressant de se replonger là-dedans. Car on pourrait croire que ces mots ont été écrits hier, mais ils ont été écrits il y a 23 ans. Euh, donc, et je fais ce détour parce que lorsque nous lisons ces extraits, nous mesurons le chemin parcouru, ou plutôt le chemin non parcouru. Car ces questions, ces attentes, restent très largement sans réponse 23 ans plus tard. Alors, on pourrait se dire, est-ce que ces 4 années qui viennent de s'écouler ont contribué à accélérer ces réponses, ont permis à l'Union européenne, face à des crises successives, de trouver des modalités d'évolution qui puissent, en quelque sorte, faire que les citoyens se sentent plus proches de l'Union, ou encore que l'Union européenne puisse être cette puissance qu'elle souhaitait être il y a déjà 23 années. Et donc, c'est pour cela que, en construisant ce travail pour vous aujourd'hui, je me suis dit, redonnons cette perspective, essayons de voir si ces 4 années, qui sont 4 années de crise successives, ont mis un peu l'Union européenne au pied du mur et l'ont obligée à repenser ses outils économiques, politiques. Lorsque l'on voit les récentes élections européennes, je ne parlerai pas de la situation nationale française, par rapport à ce que l'Union européenne se donnait comme objectif de rapprocher les citoyens de l'Union, un scepticisme évident peut nous envahir. Donc, je pense qu'il est important de ne pas perdre de vue cette littérature. Si l'on devait essayer de s'en tenir à un point de vue économique, mais qui ne soit pas séparé de la question politique, tant les deux sont imbriqués, on peut se demander plus modestement si ces 4 années passées ont rendu possible des aggiornamentos doctrinaires et de politique économique dans l'Union européenne. Le regretté Jean-Paul Fitoussi, dans un livre de 2004, La règle et le choix, parlait du consensus de Bruxelles, Washington, Francfort, à savoir un mélange de règles budgétaires, de promotion du libre-échange, d'un rapport quasi dogmatique à la concurrence, qui tenait lieu, on va dire,
de politique économique en matière européenne. Pour le résumer, dans ce monde fabriqué par le marché unique lancé en 86 et existant à partir de 93 et du traité de Maastricht de 92, nous avions cette configuration-là. La politique budgétaire devait être encadrée par des règles, elle ne devait pas être discrétionnaire, la politique monétaire lui était séparée et devait s'occuper de la stabilité des prix, et que ce qui devait donner le là et la dynamique de la croissance européenne, c'était la dynamique des marchés par un ensemble de réformes structurelles qui devaient affecter le marché des biens et services, le marché des capitaux et le marché du travail. Et en matière commerciale, la même confiance dans le marché à travers la promotion du libre-échange. Tout cela devant apporter la stabilité et la croissance. Est-ce que ce monde-là, ces orientations-là, qui ont dominé l'Union européenne depuis, on va dire, 38 ans, eh bien, face à ce qui s'est passé ces 4 dernières années, crise de la Covid, crise géopolitique, crise énergétique, crise liée à l'inflation, est-ce que cet ensemble doctrinal-là a fait l'objet d'une modification substantielle qui pourrait s'observer par plus de coopération, par plus de croissance, par l'affirmation d'une Europe indépendante et souveraine dans ses choix, qu'ils soient stratégiques ou économiques, ou est-ce qu'au contraire, malgré les crises récurrentes de ces 4 dernières années, le vieux monde, pour employer une expression à la mode ces derniers temps, a persisté? Je le dis d'autant plus avant d'observer des choses très économiques de manière très précise, mais je le dis car le temps des illusions déçues a été déjà observé. Je rappelle que lors de la crise dite des subprimes, se transformant en crise des dettes souveraines, donc crise des dettes subprimes, août 2007, affirmation septembre 2008, et ensuite, à partir de l'automne 2009, crise grecque, et ensuite crise des dettes souveraines avec aussi le problème italien en 2011, on a cru à ce moment-là que l'ordolibéralisme à l'allemande, ses orientations très orientées vers le marché allaient être amendées. Certains même avaient parlé d'un retour d'un certain keynésianisme. On a très vite vu que dans la crise des dettes souveraines, l'Union européenne a retrouvé sa logique, celle de la règle contre le choix, celle évidemment des pactes budgétaires comme le TSCG. Donc, la question que je pose avant de démarrer pleinement ma considération, eh bien, est la chose suivante, c'est est-ce que cette fois-ci, puisqu'on doit observer ces 4 années passées, est-ce que ces 4 années passées qui ont enchaîné ces crises, est-ce que cet édifice doctrinal, est-ce que ces orientations de politique économique ont-elles été revues, ont-elles été améliorées, ou au contraire, malgré la succession de ces crises, les orientations qui président à l'organisation économique et sociale de l'Union européenne, on peut dire depuis le milieu des années 80 jusqu'aujourd'hui, ont persisté. Bien. Notre objectif, évidemment, car il ne s'agit pas d'être exagérément long, parce qu'on pourrait y passer des heures, et qu'il n'y a pas que moi qui dois parler cet après-midi, et aussi qu'il y a un débat avec vous tous et vous toutes, j'ai essayé de le concentrer sur certains points. C'est-à-dire de prendre 2 éléments qui m'intéressent parmi 100, relatifs à la question budgétaire et à la question monétaire. Et cela me paraît intéressant à mes yeux parce que, en matière de politique économique, il me semble, et on pourrait discuter, que depuis le traité de Maastricht, et même avec l'acte unique,
nous serions, à mon avis, rentrés dans une sorte d'hiver des politiques économiques. Autrefois, quand on étudiait en macroéconomie la politique économique, on étudiait des règles qui, normalement, devaient conduire l'action. La règle de Mundell, la règle de Tinbergen, sur le nombre d'instruments utilisés, les instruments les plus efficaces, les plus adaptés. Est-ce que dans ce schéma européen, où on a à la fois une fédéralisation de la monnaie, mais pas vraiment des budgets, où on a du mal à construire un policy mix, est-ce que finalement on a fait des progrès depuis 4 ans? Ou au contraire, derrière d'apparents progrès se cache une certaine stagnation. Et d'autant plus que cette question se pose, d'autant plus que cette question se pose, c'est que les États censés donner le là de la construction européenne, eux-mêmes traversent des difficultés intérieures. Le pouvoir français à l'œuvre de M. Macron est en miettes, les élections d'hier en témoignent, et son homologue allemand, puisque le couple franco-allemand est censé être le moteur de cette affaire européenne, et le gouvernement de M. Scholz est lui-même en grande difficulté. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre? Si j'étais méchant, j'aurais repris les mots de Romain Gary. Romain Gary, dans un roman qui s'appelle Clair de femme, qui est un beau roman, a ce propos, et quand je pense à ce propos, par moments, je l'associe peut-être méchamment à l'Union européenne. Il dit, c'est fou les milliers de kilomètres qu'un pneu crevé peut encore faire. Et, et, et je me demande si il avait en tête d'autres choses que l'histoire d'amour qu'il contait. Et tout comme Michel Aglietta disait que le capitalisme va de bulle en bulle, l'Union européenne, ces dernières années, va de crise en crise. On pourrait remonter avant 2020 au tremblement de terre qu'a représenté le Brexit en 2016 et qui a mis tout un temps avant d'être acté. Mais le propos pour lequel je suis convié cet après-midi part de 2020, donc je ne reviendrai pas sur le Brexit et ses effets. Alors, dans un double mouvement, je vais m'intéresser pour observer ce qui s'est passé parce que j'étais obligé de sélectionner parce que sinon je vous aurais retenu tout l'après-midi et vous m'en auriez voulu à juste titre et je n'ai pas à vous retenir toute l'après-midi. Eh bien, des développements concernant la politique budgétaire et la politique euh, monétaire. Donc, et dans mon premier mouvement, je montrerai que il a semblé, en matière budgétaire, devoir des modifications qui, à notre sens, sont en train de se refermer provisoirement pour un retour probable à une certaine orthodoxie. La question qui m'intéresse dans ce premier mouvement est la question relative à la politique budgétaire et à son usage et à son emploi et à sa modification depuis 4 ans. Tout en travaillant notre rencontre, je me replongeais cette fois-ci dans une communication euh, de Robert Solow d'octobre 2002, dont le titre était Peut-on recourir à la politique budgétaire? Est-ce souhaitable? C'était une conférence lors du 13e congrès mondial de l'Association internationale des sciences économiques, tenu à Lisbonne, au Portugal, en septembre 2002. Et, et donc, il posait cette question, Robert Solow, et je le cite, et il dit, il y a 40 ans, au temps du premier congrès mondial de l'Association internationale des sciences économiques, les questions qui forment le titre de cet article ne seraient jamais venues à l'esprit de quiconque. Jan Tinbergen venait de nous démontrer qu'une société devait pouvoir disposer d'autant d'instruments de politique économique que d'objectifs qu'elle souhaitait atteindre. Robert Solow se posait cette question et disait, mais il y a 40 ans, mais personne ne se serait posé la question de peut-on recourir à la politique budgétaire, est-ce souhaitable? 22 ans après la communication de Robert Solow, la question de peut-on recourir à la politique budgétaire et sous quelle forme est-ce souhaitable se pose plus que jamais dans le cadre de l'Union européenne et au regard
de ces 4 dernières années. Donc, alors, qu'est-ce que je vais vous exposer sur cette affaire? Donc, euh, la politique budgétaire au niveau européen. Donc, tout d'abord, gardons tous à l'esprit, et vous le savez, je ne vous apprendrai strictement rien, que nous sommes dans une situation particulière, puisque au niveau national, dans le cadre de la zone euro, eh bien, les budgets nationaux font l'objet d'encadrement par des règles, pacte de stabilité, TSCG, plus toutes sortes de dispositifs qui ont été développés. Et d'ailleurs, parmi les dispositifs qui sont à l'œuvre, vous le savez, il y a ce que l'on appelle le semestre européen depuis 2012 et avec des recommandations européennes en matière budgétaire, en matière de politique économique qui sont faites au printemps et à l'été, et à l'hiver, pardonnez-moi, sur le sujet. Donc, et au niveau national, donc des budgets encadrés, et au niveau européen, le budget européen lui-même, vous le savez, pèse peu rapporté au PIB européen, et on a eu une novation. On a eu une novation pendant ces 4 ans. Quelle a été cette novation? Ce que l'on a appelé le fameux plan de relance européen, le fameux Next Generation EU. Je voudrais, avant de présenter quelques éléments rapides quant à lui, euh, les mots ont un sens et on pourrait croire benoîtement que c'est un plan keynésien. Eh bien, parfois, il suffit d'aller regarder des économistes institutionnels et des bons professeurs pour nous dire qu'il n'en est rien. Je relisais la lettre du Trésor de septembre 2021 écrite euh, par Agnès Benassi-Kéré, et qui elle-même disait que, évidemment, ce n'est pas au terme de notre lecture, dit Benassi Kéré, force est de constater que ces plans de résilience qui accompagnent ce Next Generation UE ne sont pas des plans de relance au sens keynésien du terme, mais plutôt des plans de transformation et d'efficacité des économies européennes. Donc c'est intéressant de voir que dans l'esprit de tout un chacun, quand on dit plan de relance, il y a un peu la figure de Keynes ou de ceux qui se sont inspirés, mais il est important de garder que ça n'a rien à voir avec ce que dit Keynes, et c'est ce qu'elle dit très bien Agnès Benassi-Kéré dans ses textes de septembre 2021. Alors je rappelle très vite qu'est-ce que c'était ce plan. En juillet 2020, l'UE a adopté un programme ambitieux, Next Generation EU, et qu'il combine une facilité pour la reprise et la résilience, dont les premiers paiements ont été effectués à l'été 2021, et le tout pour un montant de 750 milliards en prix constant de 2018. Et ce programme s'ajoute aux 1100 milliards de budget pluriannuel de l'UE, dotant finalement les États membres de 1850 milliards d'euros sur 7 ans. Et NGUE présente des aspects à l'époque innovants, l'émission d'une dette commune, 750 milliards, soit 5% du PIB de l'UE, qui depuis 21 et jusqu'en 2026 finance un vaste programme d'investissement et de réforme avec des objectifs à long terme, transition écologique, numérisation, cohésion sociale. Et donc, l'allocation des ressources aux États membres en fonction des besoins induits par la pandémie. Et la dette contractée par l'UE sera remboursée de 2028 à 2058, a priori grâce à des ressources propres. Et donc, ce plan a marqué une rupture, au dire de certains, en disant une avancée, en disant que pour la première fois, l'Union européenne mutualisait des dettes et avançait vers quelque chose comme un fédéralisme fiscal. Et que c'était le signe d'une inflexion par rapport à cette orthodoxie dont je parlais. Mais le diable est toujours dans les détails dans ce genre d'histoire. C'est que pour bénéficier, évidemment, sachant que l'un des pays qui en bénéficie le plus sur le papier, c'est l'Italie,
je dis bien sur le papier parce que quand on fait une arithmétique, c'est plus compliqué que ça, eh bien, il faut que les États présentent des plans, un plan national de résilience, de reprise. J'évoquais Madame Benassi-Kéré. Elle indiquait qu'en juillet 2021, la France avait présenté son programme avec 815 pages. 815 pages qui ont été envoyées à l'Union avec des plans de transformation. Et donc, le plan français comprenait plus de 150 cibles, 38 jalons qu'il fallait atteindre. Et parmi les cibles, il y avait entre autres la réforme de l'assurance chômage, la première réforme de l'assurance chômage. Ce qui est intéressant, parce que ce qui est donné d'un côté est repris de l'autre, en quelque sorte. Je m'explique. On pourrait dire, tiens, voilà un amendement doctrinaire. L'Union européenne comprend alors la nécessité de modifier sa doctrine budgétaire par la mutualisation. Mais de l'autre côté, elle ne se sépare pas d'une logique qu'on retrouve dans la matrice même de la construction européenne, c'est-à-dire la logique de conditionnalité. Pourquoi je dis dans la matrice même de l'Union européenne? Parce que n'oublions pas qu'un des leviers qui a aidé la construction européenne, ça a été le plan Marshall. Mais le plan Marshall était fondé aussi sur une logique de conditionnalité. C'est-à-dire qu'il y avait une aide américaine, mais en échange, évidemment, il s'agissait pour les Européens, bien évidemment, de faire porte ouverte, évidemment, aux investissements en marchandises américaines. Donc cette logique de conditionnalité qui est déjà présente depuis le plan Marshall, qui a été un levier, irrigue toute la construction européenne. C'est-à-dire, tout est soumis à conditionnalité. Et la conditionnalité, quelle est-elle? C'est répondre aux attentes du semestre européen, c'est-à-dire la mise en œuvre de réformes structurelles, c'est-à-dire la promotion de la logique de marché. D'où, par exemple, quand la France en 21 présente son programme, elle ajoute, pour pouvoir obtenir ces fonds, la première mouture de la réforme de l'assurance chômage. Donc, forcément, évidemment, on retrouve ces logiques. Donc, d'un côté, on a l'impression d'une mutualisation nouvelle, mais qui repose sur la même chose. Ça a été la même chose quand on a mis en place le MES, le mécanisme européen de stabilité, même chose, une intervention financière, mais en retour. On voit bien, c'est la logique que le FMI connaît par cœur, c'est-à-dire le plan d'ajustement structurel. C'est-à-dire, c'est vraiment la logique connue. On voit bien aussi la complexité euh, de ce genre de mesures, puisque, évidemment, euh, qu'est-ce que l'on observe? Le nombre de jalons qu'il faut atteindre, c'est effectivement 815 pages. Vous voyez bien toute l'énergie qui est, comment dire, mobilisée pour ça. Et donc, alors on pourrait dire que c'est un effort, puisque certains États qu'on dit vertueux ou un petit peu des États critiques de ce genre de choses ont accepté. Donc, et pour l'instant, mais on peut se dire, est-ce qu'avec la nouvelle majorité qui arrive au Parlement, est-ce que ce type de choses pourrait être reconduit, puisque ça se termine vers 2027, est-ce qu'il peut y avoir une nouvelle opération? Aujourd'hui, en l'état actuel, eu égard les rapports de force, cette opération, il n'est pas sûr qu'elle soit reproduite. Et d'ailleurs, quand on voit l'impact budgétaire ou la stimulation budgétaire telle qu'elle est conduite aux États-Unis, ce plan même de 750 milliards peut apparaître pour un nombre important d'États comme quelque chose qui reste modeste finalement. Alors, la Commission européenne estime qu'à l'horizon de 2026, en prenant compte les demandes actualisées de prêts et le profil de dépenses, l'utilisation des fonds augmenterait, je dis bien le PIB réel de l'Union européenne, de 1,4% par rapport à une situation sans politique européenne commune. Donc, et que les effets de ce plan seraient plus marqués dans les pays aux revenus par habitant inférieurs à la moyenne européenne,
Bulgarie, Grèce, ou rendus plus vulnérables par la crise sanitaire qui a eu lieu, c'est-à-dire l'Espagne ou l'Italie. Donc on est encore sur des choses qui restent modestes sur comment dire, les effets. Donc ça, c'est un événement de ces 4 dernières années, c'est ce plan que l'on a voulu original, mais aujourd'hui, il reste dans sa philosophie quelque chose qui promeut le schéma doctrinaire du passé et qui, d'autre part, rencontre un problème, celui des ressources propres, la chose qui n'a pas été encore clairement établie. Et vous voyez bien que si ces ressources propres ne sont pas suffisantes, eh bien évidemment, ce sont les États qui vont devoir évidemment en assumer le remboursement. D'autres outils avaient été mis en œuvre à l'époque pour répondre aux situations économiques inattendues. C'est ce que l'on appelle le programme SURE, S-U-R-E, le fonds créé pour soutenir les États dans leur effort pour préserver les marchés du travail. Et les 100 milliards qui étaient associés à ce programme ont été alloués et déboursés. Et donc, ici, pour garder du temps, la ligne pandémique du MES, c'est-à-dire le MES santé, pour toutes sortes de raisons, n'a pas fait l'objet d'une demande ou une utilisation par les États membres. Donc, c'est pour cela donc, on peut dire, dans un premier mouvement, qu'au niveau européen, on a eu droit à quelque chose euh, d'un peu original, en apparence, mais qui, dans sa philosophie globale, est resté conforme à la logique de comment dire, de la conditionnalité et dont les effets macroéconomiques restent approuvés et dont l'impact budgétaire aussi peut être discuté quand on voit, par exemple, l'ampleur des plans conduits par M. Biden et son administration depuis son arrivée aux affaires, que ce soit son plan Inflation Reduction Act ou les plans de relance massifs qu'a pu conduire le président américain. Dans une seconde sous-partie, il y a ici un autre événement qui a eu lieu en matière budgétaire, ça a été la suspension des règles budgétaires européennes jusqu'à leur réactivation février 2024, printemps 2024, donc où la question de la dette est devenue une question évidemment centrale, puisque au milieu de l'année 2023, la dette publique, par exemple, des Pays-Bas s'est élevée à 47% du PIB européen, 65% en Allemagne, 111% en France, 142% en Italie, 166% en Grèce. Je donne ces quelques chiffres un peu rapidement pour sentir combien on est dans un environnement très hétérogène. Et donc, la Commission européenne, de 2020 à 2023, a autorisé une clause dérogatoire, mais sans penser à comment sortir de cette crise. C'est-à-dire, l'Union a du mal à savoir gérer la sortie de crise. On l'a vu avec la crise des dettes souveraines et la terrible austérité qui s'est abattue sur l'Europe entre 2011 et 2015. Ici, on pourra en parler ensemble. C'est que la Commission, en novembre 2022, avait un projet, on va dire, moins austéritaire ou moins rigide que celui qui va être retenu, mais finalement, le compromis trouvé en février 2024 n'est pas ne suit pas les idées de la Commission et de son programme de novembre 2022, et on se retrouve avec un compromis qui n'est pas satisfaisant et qui nous fait renouer avec, évidemment, la logique, on va dire, des règles et austéritaires. Ainsi, pour les États ayant une dette supérieure à 60% de leur PIB, ils doivent la réduire d'au moins 1% par an. Le déficit structurel doit être réduit de 0,5 par an à partir de 2028. Et jusqu'en 2027, une période transitoire est prévue pour laquelle les charges d'intérêt ne sont pas prises en compte dans le calcul du déficit structurel. Et le problème, c'est que ce compromis, encore une fois, cède à une approche comptable qui n'a pas forcément un sens économique. Et d'autre part, il y a un problème qui n'est pas tant la réduction de la dette, que si tous les pays font cette réduction de la dette en même temps, bah, ça crée un effet dépressif, parce qu'évidemment,
la croissance des uns fait la croissance des autres, la dépression des uns peut faire la dépression des autres. Et la complexité du texte marque aussi un manque de confiance dans les institutions. Et au lieu que l'on fasse élever la question budgétaire au niveau européen, eh bien, on va la ramener, encore une fois, au niveau national avec une espèce de cuisine intérieure. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que cet activisme, on va dire, européen entre 2020 et 2024, en matière budgétaire, présente finalement, avant de passer à l'élément monétaire, quelque chose de décevant finalement. De décevant parce que au niveau européen, on en reste à ce programme avec les limites que j'indiquais et les incertitudes quant à ses effets. Rien ne nous dit que d'autres viendront renforcer celui-là et les majorités et ce qui se passe à l'heure actuelle au Parlement européen et dans les différents gouvernements européens, il n'est pas sûr que l'on retrouve une impulsion qui aille dans ce sens. Et après, évidemment, un moment de relâchement de ces règles budgétaires qui avaient montré déjà largement leurs limites, on les retrouve de manière encore plus complexe, avec évidemment la centralité de deux concepts problématiques en économie. Le concept problématique de déficit structurel dont le calcul n'obtient pas de consensus d'ici de là, et un autre concept qui lui est articulé et qui est tout aussi problématique et qui est souvent utilisé pour des estimations, des projections, la croissance potentielle. C'est-à-dire deux concepts clés de la science économique, mais qui ne font pas débat et qui sont contestés et qui pourtant, dans les prévisions ou les manœuvres de la Commission européenne, sont des points d'observation essentiels. Et d'autant plus pourquoi on peut être déjà déçu de ça, même si on pourrait dire, oui, il y a des améliorations, le programme Chour a servi, etc., etc., c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne fait face à un triangle d'incompatibilité majeur et il s'agit de savoir si une politique économique peut y apporter une réponse. Quel est ce triangle? C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de tenir en même temps trois choses. La première, c'est qui est la préservation de l'État social, sachant que c'est dans l'Europe, dans cette partie du monde, et particulièrement la zone euro où les dépenses sociales sont les plus élevées. On ne peut pas avoir aussi dans le même temps l'équilibre budgétaire, et on ne peut pas avoir dans le même temps les dépenses d'avenir en matière énergétique, d'infrastructure et autres. Les trois à la fois, c'est un peu difficile, 2 sur 3 possible, 3 sur 3 pas possible. Donc le problème, c'est qu'avec ces outils budgétaires tels qu'ils sont revus, repensés au cours de ces 4 dernières années, eh bien, je ne sais pas comment l'Union européenne peut à la fois vouloir être une puissance stratégique en matière militaire, vouloir assurer une transition énergétique qui soit à la hauteur de ce qu'elle requiert, et en même temps, dans un continent marqué par une crise démographique majeure, préserver son état social. Alors ça, comment fait-on pour tenir avec effectivement une obsession budgétaire pareille, le vieillissement qui va affecter la productivité, l'affirmation d'une puissance militaire ou stratégique ou géostratégique, et en même temps engager des dépenses considérables pour permettre la décarbonation des économies. Euh, les événements de ces 4 dernières années m'invitent plutôt, quand je regarde l'usage du budget, eh bien évidemment, un grand scepticisme, parce que, et je n'aurai pas le temps ici de le développer avant, parce que je voudrais qu'il me reste du temps pour parler de la monnaie, euh, il faut bien comprendre qu'une crise dont on parle, à mon avis, insuffisamment en Europe, c'est la crise démographique, qui est une crise très, très, très problématique, je veux dire, et où les taux de natalité sont plutôt préoccupants, et aussi également lorsqu'on voit dans certains pays dont la jeunesse et les forces vives s'en vont, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, etc. Donc, dans ces 4 premières années, voilà déjà ce que l'on peut dire d'un point de vue budgétaire, d'innovation, des tentatives d'autre chose, mais quand même, la tentation orthodoxe reste à l'œuvre. Alors on pourrait se consoler, se dire maintenant, regardons le volet monétaire, et peut-être qu'en matière monétaire, des choses ont changé et avaient commencé à changer avec la crise dite des dettes souveraines, et on va voir que là aussi, l'hirondelle, même si c'est une grosse hirondelle, ne fait pas le printemps.
C'est-à-dire que il ne suffit pas de voir des transformations quand même significatives pour les penser pérennes. Alors, maintenant, en matière monétaire, c'est mon deuxième mouvement. Une politique monétaire qui a été accommodante pour répondre aux crises successives de la Covid, de la crise énergétique, entre autres, mais dont les récentes interventions marquées plus par un aspect restrictif n'ont pas été sans effet sur la croissance de l'Union européenne, et particulièrement de la zone euro. Alors, euh, je fais juste une petite remarque avant le développement de ma réflexion, de ce que j'appelle dans mon langage très modestement, sans visée théorique, la double morsure. Alors, qu'est-ce que c'est que la double morsure et voir si on est capable de s'en sortir? La première morsure, c'est que lorsqu'on observe la constitution de la zone euro, la manière dont elle est structurée, elle est par essence déflationniste. C'est-à-dire que, euh, en ayant fixé au départ une cible de l'inflation restreinte, elle envoyait pour message que si l'activité économique tendait à devenir trop importante, eh bien, elle allait engager une politique monétaire restrictive pour pouvoir la contenir. D'autre part, comme, et ça on en avait déjà parlé ensemble avec Jacques, comme évidemment on a transféré les vieilles crises de change en crises de demande interne. Et donc, effectivement, c'était quelque chose de très déflationniste et qui avait une vocation à écraser les salaires, d'autant plus que on sait qu'en économie, l'ajustement se fait sur le facteur de production le moins mobile. Et quel est le facteur de production le moins mobile dans l'Union européenne? C'est le travail. Donc, on était dans quelque chose qui avait une structure déflationniste. Et même Mario Draghi, quand il était encore à la tête de la BCE, avait pu s'alarmer en 2016-2017 sur le fait que les salaires en Europe avaient progressé insuffisamment. Ça, c'était la première morsure. Il va arriver la deuxième morsure qui va s'emparer des travailleurs, qui est cette fois-ci la morsure inflationniste, dans un environnement qui était structurellement au départ déflationniste. C'est-à-dire que les salaires étaient déjà dévorés par une logique de déflation, maintenant ils font dévorer par une logique d'inflation. Donc on se retrouve avec deux, la mâchoire est encore plus dure, si je puis dire. Donc, c'est-à-dire que, euh, et sachant qu'en plus, contrairement à la légende qui voulait nous laisser croire que les années 70 allaient revenir, non, parce que le pouvoir de négociation des travailleurs s'est considérablement érodé en zone euro. Et, et ça, c'est un événement. Et d'autant plus qu'il n'y avait plus la vieille protection qui a existé, par exemple, en France entre 1952 et 1983, qui était l'indexation salaire-prix, qui avait été mise en place en 52, non, entraînant un peu des pieds par Antoine Pinet, pour la petite histoire économique. Mais, et donc, on s'est retrouvé effectivement dans cette situation. Et donc, toute la question, pour moi, dans ces 4 années-là, est-ce que finalement, cette double morsure dans laquelle les travailleurs se trouvent, et particulièrement les travailleurs du sud de l'Europe, est-ce que, à la faveur des événements Covid, des crises successives, est-ce qu'on allait assister à ce que l'on pourrait appeler un quantitative easing for the people? C'est-à-dire un quantitative easing qui profiterait à tout le monde, qui serait effectivement plus large dans son acception et plus large dans ses appréciations. Alors, regardons un peu ce petit voyage, voir qu'est-ce qui s'est passé ces 4 années et où nous en sommes et pourquoi, à mon sens, évidemment, la zone euro telle qu'elle fonctionne est une zone en faveur du travail et non pas est une zone en faveur du capital et non pas en faveur du travail. Et donc, je veux dire, c'est une évidence. Donc, tout d'abord, on pourrait dire que la politique monétaire a connu au départ un assouplissement, que ce soit dans la logique de la Covid, ou que ce soit dans la logique de la crise énergétique. Donc, par exemple, je rappelle ici quelques éléments pour ceux et celles peut-être qui ne s'en souviendraient pas, mais c'est vrai que tellement de choses sont passées ces 4 dernières années. Il y a eu évidemment la création de ce que la BCE avait appelé de Pandemic Emergency Purchase Program, PEPP,
Et, et ensuite, avec évidemment, elle avait aussi mis en place un outil d'amélioration des canaux de transmission de la politique monétaire, qu'on appelle le TPI, Transmission Protection Instrument. Et la BCE avait ouvert un parapluie protecteur, évidemment, en étendant de 120 milliards d'euros ses achats d'obligations publiques au titre du PSP, Public Sector Purchase Programme, né en 2015. Puis, en lançant le 19 mars 2020 un nouveau programme d'achat d'obligations d'État avec une enveloppe d'achat initiale de 750 milliards d'euros. Ce montant a été renouvelé 2 fois, portant le montant total à 1850 milliards d'euros, le PEP. La BCE a également renouvelé ses opérations de liquidité à long terme en faveur des banques en créant les PELTRO, Pandemic Emergency Longer Term Refinancing Operation, dont les taux d'intérêt étaient négatifs à moins 0,25, ce qui a conduit à réduire les taux d'intérêt de marché, apportant un soutien à la dette publique. Et fin avril 2024, l'encours des titres détenus par l'Eurosystème s'est levé à 2300 milliards d'euros au titre du PSP et à 1600 milliards d'euros au titre du PEPP. Donc, fin 2023, la valeur totale consolidée du bilan de l'Eurosystème s'établissait un peu moins à 7000 milliards d'euros fin 2023, un montant ayant triplé depuis l'annonce en janvier 2015 par Mario Draghi de la mise en place du PSPP. Donc, on peut dire que pendant tout un temps, effectivement, la Banque centrale européenne s'est faite un peu la garante de la dette, des dettes publiques et en étant en quelque sorte presque comme une structure de défaisance. Donc, c'est elle qui en assurait la détente sur les marchés pour qu'il n'y ait pas une autre crise des dettes souveraines et faire en sorte d'apporter les liquidités nécessaires aussi aux États pour pouvoir évidemment euh, répondre aux besoins des crises successives qui arrivaient les unes après les autres, l'énergie, l'inflation, ou encore évidemment la crise de la Covid pour commencer. Donc en gros, il a été consenti que les États laissent filer leurs dettes et que la Banque centrale européenne apporte ses concours à cet effet. Mais du fait d'un retour de l'inflation, on assiste désormais à un retour, si on peut dire, des faucons sur les colombes, c'est-à-dire que la période qui, en gros, va courir pendant presque 10 ans de taux d'intérêt en zone négative et de politique monétaire accommodante, va se refermer. Toute la question est de savoir, c'est le rythme à laquelle elle se referme. Peut-être que ce rythme est-il trop rapide? Est-il trop brutal? Et donc, dans cette seconde sous-partie, montrer que la politique monétaire est moins accommodante et elle est plus soucieuse de revenir à son mandat d'origine, qui était la stabilité des prix. Or, n'oublions pas que le terme, pour dire des choses que l'on sait, le terme de stabilité des prix, le terme de stabilité des prix est un terme complexe qui a été lu par la Banque centrale européenne au départ comme une lutte contre l'inflation, mais fondamentalement, la stabilité peut être aussi prise dans un sens de lutte contre la déflation, hein. La stabilité des prix n'est pas forcément que dans un sens. Et en fait, ce qui est intéressant, euh, avant de rentrer un peu plus dans les détails de ce que je souhaite dire, ce que j'observe, moi qui m'intéresse beaucoup, beaucoup à l'histoire des politiques économiques, finalement, euh, une forme d'ignorance toute relative, parfois dans les débats, je ne parle pas académique, hein, je parle dans les débats publics, médiatiques, je ne parle pas dans le monde académique, euh, d'ignorance sur l'inflation, sur euh, le fait que pourquoi une époque, elle a été, par exemple, plus tolérée. Je vais donner un petit exemple avant de creuser sur ce que je veux dire sur les modifications de la politique monétaire euh, induite par la Banque centrale récemment. Je vais reciter une phrase du président Pompidou. Le président Pompidou disait: mieux vaut l'inflation que le chômage. Euh, cette phrase aujourd'hui, avec la perte de repères historiques, d'histoire sociale, d'histoire économique, je ne parle pas dans le monde académique, dans le grand public ou dans les chaînes de médias où je vais de temps en temps,
devient incompréhensible. C'est-à-dire, on ne sait plus pourquoi quelqu'un a pu dire ça à une époque. Ça paraît comme une espèce d'incongruité d'avoir dit un truc pareil. Euh, Parce que, par exemple, dans le cas français, mais je ferme la parenthèse aussitôt pour rester sur mon fil de travail, il ne faut pas oublier que l'inflation, même si elle n'a pas été toujours la meilleure des choses, a été aussi un instrument pour acheter de la paix sociale. Et on l'a un petit peu oublié euh, sur la route. Donc, donc un président a pu dire mieux vaut l'inflation que le chômage. Euh, Aujourd'hui, on va dire dans peut-être une approche plus grand public, ça devient incompréhensible. Donc, dans le cas français, quand cette inflation, on va dire plus rapide, a pu apparaître, parce que l'inflation n'avait pas disparu, sauf c'est que le rythme d'augmentation des prix était devenu plus rapide, pour surtout des gens de jeune génération, la dernière fois où on avait vu des rythmes aussi rapides, c'était en 1985. Donc ça faisait 38 ans qu'on avait perdu de vue ces rythmes inflationnistes, du moins le cas en France. Alors, évidemment, on pourrait dire que ce qui pourrait être rassurant, c'est que tous les États européens connaissaient ça. C'est pas totalement vrai parce que les pics d'inflation n'ont pas été les mêmes. Si on regarde par exemple les États baltes qui ont eu par exemple des pics d'inflation par exemple supérieurs. Donc même s'il y avait un phénomène d'augmentation des prix rapide en Europe, tous les pays n'ont pas été affectés de la même façon et avec le même rythme. Donc, que s'est-il passé à ce moment-là en matière de politique monétaire? On a retrouvé une logique un peu plus restrictive et la Banque centrale européenne a décidé d'engager jusqu'à récemment, puisque là, elle a décidé d'entamer un léger mouvement inverse, elle a décidé évidemment de réduire, donc de rendre, enfin, d'augmenter ses taux d'intérêt et ces quatre taux d'intérêt directeurs, enfin, ces taux d'intérêt, donc le taux de refinancement, le taux de facilité marginale et évidemment, et pour les réserves. Bon, et les facilités de dépôt, pardonnez. Donc, et, euh, et si vous voulez, on s'est retrouvé dans un environnement monétaire qui a commencé à devenir plus dur, et tout particulièrement, cela s'est ressenti dans le crédit immobilier. Et euh, la Banque centrale, voyant effectivement ce phénomène dit inflationniste ralentir, s'est félicitée de ces mesures en disant que sa politique monétaire avait des effets. Or, nous le savons, il est difficile d'imputer le ralentissement relatif qu'on a pu observer encore relatif de certains prix, en matière par exemple d'énergie, à l'effet de la politique monétaire, si ce n'est que par l'effet de contraction qu'elle crée sur l'économie. Donc finalement, moins d'investissement immobilier, moins de consommation, moins d'utilisation d'énergie. Donc effectivement, c'est une crise ou tenter de ralentir ou de contracter l'activité pour permettre à ce que le phénomène d'inflation se réduise. Et Frédéric, oui, Frédéric, oui, oui, oui. il est temps de conclure. D'accord. Très bien. Merci Jacques. Je te regardais à travers mon écran pour savoir, parce que je savais que la main allait se lever du moment qui allait me dire que c'était la fin. Et donc voilà. Donc pardon, j'ai été un peu trop long, j'ai même pas eu le temps de dire tout ce que je voulais dire, on pourrait l'avoir dans la discussion ensemble. Donc ce que je voulais dire pour conclure, c'est que ces 4 années méritent d'être observées euh, à travers, entre autres, l'angle que j'ai voulu retenir, c'est-à-dire est-ce que le cadre économique européen et de politique économique, sous l'effet de crise, a pu se traduire par des réponses plus satisfaisantes, un meilleur degré de coopération, une meilleure gestion du cycle que par le passé. Peut-être suis-je exagérément pessimiste, sans vouloir minorer les avancées, les atténuations, les inflexions. Il me semble tout de même que la philosophie générale qui gouverne les politiques économiques européennes et qui ne permettent pas à la zone euro d'affronter les défis et à l'Europe que j'évoquais tout à l'heure se poursuit, que ce soit dans la promotion encore du libre-échange, que ce soit à travers des règles budgétaires qui reviennent à une logique austéritaire, une politique monétaire qui se tend. Donc, je crains fort qu'à part de brèves parenthèses, il n'y a pas ni les hommes, ni les femmes, ni les appuis nécessaires pour entamer véritablement une toute autre approche du cadre macroéconomique européen. Je vous remercie. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, vu la longueur de l'intervention,
On va prendre une question et après, on laissera la parole à la prochaine intervention. Un petit peu, c'est pas grave, pas grave. Une question. У нас есть вопрос, Personne ne lève. Виктор Александрович, пожалуйста, включите микрофон. On a une question Ну, Bon. из de la всего, part что мы de сегодня Monsieur слышали Volkonski. про Oui. Евросоюз, и в частности из Donc, вашего доклада, parmi les choses следует, que vous avez что présentées, не только последние 4 года, как связанные с ковидом, но on и peut dire в que более длительное pas время seulement ces экономика dernières 4 années qui étaient Евросоюза, après можно сказать, Covid-19, mais находится en в fait, pendant la экономической période plus рецессии. longue, l'économie de l'Union Как вы européenne считаете, можно ли выделить какую-то était en единую, récession. общую, Et главную est-ce que vous pensez qu'on peut причину того, nommer что нынешний вот этот период une рецессии raison principale que наступил, cette période, который pour cette période de резко контрастирует с теми récession периодами qui contraste en fait avec мощного d'autres подъема périodes экономики Евросоюза? précédentes quand Или это, on по-вашему, невозможно voyait выделение такой единой l'augmentation, la причины? croissance de l'économie? Ou vous pensez qu'il n'y a pas d'une seule raison? Merci pour votre question. Désolé de mon raté en termes de traduction. Merci madame pour la traduction. Écoutez, j'ai plusieurs réponses. Je vais être rapide parce que j'ai déjà été beaucoup trop long et pardonnez-moi du temps que j'ai pris. Heu, je pense que la réponse, à mon avis, peut se trouver à 2 niveaux. La 1re, il n'y a pas au niveau européen, suffisamment de forces, qu'elles soient politiques, syndicales, qui soient en mesure, d'infléchir, les orientations, telles qu'elles ont été prises. Et pour reprendre une expression d'économiste, c'est un peu une sorte de path dependency, de chemin de dépendance, dans lequel, eh bien, c'est comme ça que les choses se font. Et d'autre part, il y a une autre question, mais il faudrait la travailler, de manière, plus profonde. C'est finalement la question des élites, de leur formation et des élites aux affaires et de la manière dont elles pensent les choses, dont la manière dont elles les représentent. Et je crois que, effectivement, à ce niveau-là, si on avait le temps de faire la sociologie économique, il serait intéressant de voir dans les différentes directions de la commission, les fonctionnaires, d'où ils viennent, comment ils sont formés, quel est leur imaginaire, de quel monde ils proviennent, universitaires, intellectuels, et comment ce type d'idées se cheminent, s'imposent et et viennent à devenir comme des évidences qu'on ne peut plus discuter. Je veux dire, parce que c'est ça qui est intéressant, parce que moi, ce que j'observe, c'est que chaque fois qu'il y a une légère inflexion, il y a tout de suite une reprise après en main vers la direction du passé. Et aujourd'hui, je suis un peu inquiet parce que, vous voyez, je vous donnais en début d'exposé, une réflexion tenue il y a 23 ans. Je trouve que beaucoup, beaucoup de temps ont été, perdus. Et puis d'autre part, dernière chose et je n'irai pas plus loin, les mécanismes de décision à l'unanimité, très complexes, avec des États très différents par leur histoire, leur trajectoire, ne rend pas aussi simple, la prise, de décision. Donc j'ai l'impression que les progrès ne peuvent être qu'à la marge et encore. Merci beaucoup, Frédéric. Mais Voilà, moi, j'ajouterais rapidement une troisième hypothèse, oui, le fait que les dirigeants actuels de la Banque centrale ou les dirigeants actuels de l'Europe euh, ont fait, pour ceux qui ont fait de l'économie, ont fait leurs études dans un cadre intellectuel qui était dominé par le monétarisme. oui, Et donc que pour eux, ce n'est pas une opposition entre chômage et inflation. Pour eux, c'est l'inflation qui cause du chômage. oui, je suis Si tu d'accord veux. avec toi. Tu as raison, Et, Jacques. Oui, oui. et on a aussi ce net. Bon, là-dessus, je passe la parole à Dima Kouvaline et à ses co-intervenants pour leur intervention sur les entreprises russes
restructuration rapide et croissance de la production malgré les sanctions.